Bonjour à tous et bienvenue sur la Voie de la lutte. Avant de commencer, nous vous invitons à prendre 4 secondes pour vous abonner. À la fin de la vidéo, n'oubliez pas de la liker, cela nous aide beaucoup. Dites-nous de quel pays vous nous suivez. Un policier confiant au tribunal face à une femme noire, jusqu'à ce qu'elle révèle son rôle dans une puissante organisation américaine. Imaginez une salle d'audience animée lors d'un après-midi d'été brûlant. Un policier aux yeux perçants est assis avec un air suffisant derrière la table du procureur, convaincu qu'il est sur le point de décrocher une autre victoire facile. De l'autre côté, une femme noire, sa posture élégante ne trahissant ni peur ni colère, attend que la procédure commence, une procédure qui pourrait à jamais bouleverser sa vie. Les spectateurs ont rempli la galerie pour assister à ce choc judiciaire. Certains murmurent désapprobation, tandis que d'autres serrent des espoirs silencieux de justice. Peu savent que sous la surface des formalités judiciaires quotidiennes se cache une histoire poignante de trahison, d'identité cachée et de vérité choquante. Quand le dernier marteau tombera, personne dans la salle ne restera inchangé. Le détective Raymond Ray Bradshaw avait assisté à d'innombrables arrestations au cours de ces 10 années au sein du département de police de Springfield, mais ce soir-là, il sentait que quelque chose était différent. Ce n'était pas à cause des circonstances ou du quartier. Il avait déjà effectué de nombreuses arrestations dans les blocs sombres et délabrés de Maplewood. Non, ce soir était différent parce que Ray pensait que cette arrestation pourrait propulser sa carrière au niveau supérieur. Il avait de grandes ambitions, viser le grade de capitaine ou peut-être même une future carrière en politique. Arrêter un suspect présumé dans une confrontation violente renforcerait sa réputation de courageux. Les lumières rouges et bleues clignotaient et éclairaient l'asphalte fissuré près des réverbères qui vacillaient, projetant des ombres erratiques sur la scène. 2 voitures de patrouille formaient un blocage tremblant tandis qu'une demi-douzaine de spectateurs se penchaient depuis derrière des clôtures usées et des fenêtres sales. La rumeur allait sûrement se propager dès le matin, mais Ray ne s'en souciait pas. Il avait un travail à faire. Son partenaire, l'officier Diana Kendrick, se tenait quelques pas derrière, scrutant chaque détail, les douilles éparpillées sur le sol, la vitre de la voiture brisée et la berline cabossée garée à un angle étrange. À l'intérieur de la berline se trouvait Ebony Turner, dans la trentaine, avec des traits délicats et une maîtrise de soi qui frappait Ray comme étrange pour quelqu'un qui venait d'être trouvé sur les lieux d'une altercation. Elle était assise dans le siège du conducteur, les mains crispées sur le volant, attendant comme si elle anticipait une annonce qui commanderait son prochain mouvement. « Gardez les mains là où je peux les voir », dit Ray en s'approchant, son arme tirée mais non pointée. La tension dans l'air était palpable, assez épaisse pour être ressentie. Ebony obéit, son visage ne trahissant aucune panique. « Vous vous êtes trompé, » dit-elle d'une voix calme, presque trop calme. Ray n'aimait pas ça. Un suspect typique hurlerait des dénégations, pleurerait ou se cacherait de peur. Son immobilité, son regard fixe, le rendaient mal à l'aise. Il fit signe à Diana, qui rangea son arme et se dirigea vers la porte côté conducteur. Ebony n'offrit aucune résistance lorsque Diana la tira du véhicule et lui passa les mains derrière le dos. « Nous avons reçu un appel concernant des tirs », annonça Ray. « Votre voiture correspond à la description. » Ebony tourna légèrement la tête, juste assez pour laisser Ray apercevoir la détermination dans ses yeux. « Je n'ai pas tiré de balle, » dit-elle. Ray souffla bruyamment. Il avait entendu toutes les excuses possibles, erreur d'identité, légitime défense, déni pur et simple. Les témoins disent le contraire. Le silence d'Ebony ne fit qu'alimenter la confiance de Ray. Il fit signe à Diana de finir de lui passer les menottes. Ce suspect silencieux allait lui rendre la tâche facile. Elle n'avait pas d'arme sur elle, mais les douilles et le trou de balle dans le côté de la voiture racontaient une histoire. Peut-être qu'Ebony avait jeté l'arme ou l'avait passée à quelqu'un d'autre. Dans l'esprit de Ray, sa culpabilité était certaine. Alors qu'Ebony était dirigée vers la voiture de patrouille, les spectateurs se tenaient proches. Certains tenaient des téléphones, en train d'enregistrer ou de prendre des photos. Une femme âgée cria « Laissez-la partir, elle n'a rien fait ». Mais Ray les ignora tous. La seule chose qui comptait était de collecter suffisamment de preuves pour que l'Ebony soit inculpée. C'était l'étape suivante. Quand Ebony fut enfin assise à l'arrière de la voiture, Ray s'écarta pour parler à Diana raconta que l'appel anonyme au 911 décrivait une femme dans une berline noire échangeant des coups de feu avec quelqu'un près d'un magasin de proximité. La berline noire d'Ebony Turner était la seule dans les environs. « Ça semble presque trop parfait », marmonna Diana en tapant du pied.
On n'a même pas de victime, n'est-ce pas? Ray soupira. Pas de corps, pas de blessés. Peut-être que l'autre personne a fui. Cette zone n'est pas étrangère à la violence de gang, elle pourrait avoir été dans un échange de tirs. Peut-être, dit Diana, sont-on teintés de scepticisme, mais on n'a pas d'armes. Ray haussa les épaules. Elle semble suffisamment coupable, et on verra les détails une fois qu'on l'amènera au poste. Une partie de lui, le détective expérimenté, savait qu'il pourrait y avoir 1000 explications possibles à la présence d'Iboni, mais la partie plus ambitieuse de lui choisit de la voir comme exactement ce qu'il avait besoin qu'elle soit, une criminelle dont l'arrestation ferait bonne figure sur son dossier. Parfois, ce n'était pas la vérité qui comptait, mais l'affaire qu'on montait. La nuit se termina avec Iboni dans une cellule de garde, Ray complétant le rapport officiel, un léger sentiment de triomphe s'installant en lui. Il ne réalisait pas qu'à chaque frappe de clavier, il tissait une toile qui finirait par le piéger. Iboni Turner, calme et composée, n'était pas la suspecte sans défense qu'il croyait. Ray quitta le commissariat dans les premières heures, son esprit déjà en train de tourner à toute vitesse sur les possibilités que cette affaire pourrait offrir pour sa carrière, sans savoir qu'à travers la ville, derrière des barreaux d'acier, Iboni Turner était assise tranquillement, ses pensées agencées avec une précision militaire, planifiant son prochain mouvement. Ray se réveilla le lendemain avec un rebond inhabituel dans ses pas. La lumière du matin qui filtrait par la fenêtre de sa chambre semblait promettre un avenir brillant. Il s'habilla rapidement, enfila son badge et sortit précipitamment, ignorant la légère douleur dans son estomac qui lui disait qu'il sautait le petit déjeuner. Au poste, il trouva des officiers finissant leur service de nuit. Les rides de fatigue sur leur visage témoignaient d'une autre nuit difficile à Springfield. Il se dirigea directement vers le service des archives, impatient de voir si Iboni Turner avait un casier, si c'était une récidiviste. Cela renforcerait son dossier. À sa grande surprise, le dossier d'Iboni Turner était vierge, pas d'arrestation, pas de contravention, même pas une amende pour stationnement. Elle était d'une propreté immaculée. Cela le troubla. Cela le troubla. En général, les personnes impliquées dans des fusillades avaient un casier, même si c'était marginal. Peut-être qu'Iboni était une exception, ou peut-être était-elle douée pour rester invisible. En attendant une mise à jour de la part de la police scientifique concernant les douilles trouvées sur la scène, Ray décida de vérifier l'endroit où Iboni travaillait. Après quelques recherches, il découvrit qu'Iboni Turner travaillait pour une organisation philanthropique locale en centre-ville. Le nom, Unity Foundation, était bien connu pour lever des bourses et des subventions pour des enfants défavorisés. La directrice, Linda Kapor, était presque une sainte dans la communauté. Le poste d'Iboni était coordonnatrice de programme. Ray ricana devant son écran. Une philanthropie impliquée dans une fusillade? Quelque chose n'allait pas. Il se dit qu'Iboni menait peut-être une double vie, travailleuse sociale le jour, complice de tireurs la nuit. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un portait un masque pour la société. Déterminée à en savoir plus, Ray fit défiler les données personnelles d'Iboni. Elle louait un appartement modeste dans un quartier correct, aucun signe de conjoint ou d'enfant, aucune affaire judiciaire ou poursuite civile en cours. Son compte bancaire était stable, les transactions étant principalement liées à son travail. Rien ne criait criminel. Son téléphone vibra. C'était la police scientifique. Les douilles correspondaient à un revolver de calibre 38, mais ce n'était pas vraiment une surprise. Les armes de ce calibre inondaient les rues. Ils avaient aussi trouvé les empreintes d'Iboni sur le coffre de sa berline, bien sûr, mais aucune empreinte sur les armes ou les douilles. Sans preuve directe reliant Iboni à une arme, l'accusation pourrait avoir du mal à obtenir une condamnation. Ray serra les dents. Sa forte certitude de la nuit précédente commençait à se fissurer. Il croyait toujours qu'Iboni était impliqué, il devait y avoir une raison à sa présence, mais les faits ne s'alignaient pas aussi bien que prévu. Il décida de rendre visite à Iboni dans la cellule de garde. Peut-être qu'un interrogatoire en face-à-face la ferait craquer. En entrant dans la zone peu éclairée du commissariat, où se trouvaient les cellules, Ray traversa les rangées de portes verrouillées jusqu'à Iboni. Elle était assise sur le petit lit, les mains repliées sur ses genoux. Elle leva les yeux et, un instant fugace, Ray eut l'impression de voir de la pitié dans ses yeux, de la pitié pour lui. Il redressa les épaules. « Iboni Turner, commença-t-il en testant le nom, tu es coordonnatrice de programme dans une organisation caritative et tu n'as pas de casier judiciaire. Tu veux. » Diana expliqua que l'appel anonyme au 911 décrivait une femme dans une berline sombre échangeant des tirs avec quelqu'un près d'un magasin de proximité.
La berline noire d'Ebony Turner avait été la seule présente dans les environs. « C'est presque trop parfait », murmura Diana en tapotant son pied. « Nous n'avons même pas de victimes, n'est-ce pas ?» Ray soupira. « Pas de corps, pas de personnes blessées. Peut-être que l'autre personne a fui. Ce coin n'est pas étranger à la violence des gangs. Elle aurait pu être impliquée dans une fusillade. »« Ça pourrait être, » dit Diana, son ton empreint de scepticisme. « Mais nous n'avons pas d'armes. » Ray haussa les épaules. « Elle semble assez coupable, et on verra les détails une fois qu'on l'aura emmenée au poste. » Une partie de lui, le détective chevronné, savait qu'il existait de nombreuses explications possibles à la présence d'Ebony, mais la partie plus ambitieuse de lui préférait la voir comme exactement ce dont il avait besoin, une criminelle dont l'arrestation serait bénéfique à son dossier. Parfois, ce n'était pas la vérité qui comptait, mais l'élaboration d'un dossier. La nuit se termina avec Ebony en cellule de détention, récomplétant le rapport officiel et un léger sentiment de triomphe s'installant en lui. Il ne se rendait pas compte qu'à chaque frappe de touche sur le rapport, il tissait une toile qui finirait par l'engloutir. Ebony Turner, calme et composée, n'était pas la suspecte sans défense qu'il croyait. Ray quitta le commissariat aux premières heures du matin, son esprit déjà tourné vers les possibilités de comment cette affaire pourrait faire avancer sa carrière, sans savoir qu'à travers la ville, derrière des barreaux d'acier, Ebony Turner était assise en silence, ses pensées organisées avec une précision militaire, planifiant sa prochaine étape. Le lendemain matin, Ray se réveilla avec un enthousiasme inhabituel. La lumière du matin filtrant à travers sa fenêtre semblait promettre un avenir brillant. Il se prépara rapidement, mit son badge et sortit en hâte, ignorant la légère douleur dans son estomac qui lui indiquait qu'il avait sauté le petit déjeuner. Au poste de police, il trouva des policiers terminant leur service de nuit, les traits fatigués de leur visage témoignant d'une autre nuit éprouvante à Springfield. Il se dirigea directement vers le service des archives, pressé de voir si Ebony Turner avait des antécédents criminels. Si elle était une délinquante récidiviste, son dossier serait encore plus solide. À sa grande surprise, le dossier d'Ebony Turner était vide. Pas d'arrestation, pas de contravention, même pas une amende pour stationnement. Elle était impeccable. Cela le troubla. En général, les personnes impliquées dans des fusillades avaient un casier, même si c'était indirect. Peut-être qu'Ebony était une exception, ou peut-être était-elle douée pour rester invisible. Pendant qu'il attendait des nouvelles des analyses balistiques concernant les douilles trouvées sur les lieux, Ray décida de vérifier l'endroit où Ebony travaillait. Après quelques recherches, il découvrit qu'Ebony Turner travaillait pour une organisation philanthropique du centre-ville. Le nom de The Unity Foundation était bien connu pour son action en faveur des bourses et des subventions pour les enfants défavorisés. La directrice, Linda Kapor, était un peu une sainte dans la communauté. Ebony occupait le poste de coordinatrice de programme. Ray ricana en voyant l'écran. Une bienfaitrice impliquée dans une fusillade? Quelque chose ne collait pas. Il songea qu'Ebony pourrait mener une double vie, travailleuse sociale le jour, complice armée la nuit. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un porterait un masque pour la société. Déterminé à en savoir plus, Ray parcourut les données personnelles d'Ebony. Elle louait un appartement modeste dans un quartier tranquille, sans mari ni enfant, sans affaires juridiques en cours, pas de poursuites civiles, et un compte bancaire stable. Rien ne criait criminel. Son téléphone vibra. C'était Bradshaw. Il répondit. C'était pour les résultats des analyses. Les douilles correspondaient à un revolver de calibre .38, mais ce n'était pas surprenant. Les armes de ce calibre inondaient les rues. Ils avaient également retrouvé les empreintes d'Ebony sur le coffre de sa berline, mais pas d'empreintes sur les armes à feu ni sur les douilles. Sans preuve directe reliant Ebony à une arme, la procureure aurait du mal à obtenir une condamnation. Ray serra les dents. Son assurance de la veille était en train de se fissurer. Il croyait toujours qu'Ebony était impliquée, mais il commençait à avoir des doutes. Il décida de lui rendre visite dans sa cellule. Peut-être qu'un interrogatoire en face à face briserait son masque. En entrant dans la zone sombre du commissariat où se trouvaient les cellules, Ray passa devant des rangées de portes verrouillées jusqu'à ce qu'il atteigne la cellule d'Ebony. Elle était assise sur le petit lit, les mains repliées sur ses genoux. Elle leva les yeux, et pendant un instant fugace, Ray crut voir de la pitié dans ses yeux. De la pitié pour lui. Il redressa les épaules. « Ebony Turner », commença-t-il en testant son nom. « Tu es coordinatrice de programme dans une œuvre de charité et tu n'as aucun casier judiciaire.
Tu veux m'expliquer ce que tu fais dans une fusillade? Elle leva un sourcil. Je vous ai déjà dit que je n'étais impliqué dans aucune fusillade. Ray attendit plus de détails, mais elle resta silencieuse. Nous t'avons retrouvé sur les lieux. Des témoins affirment que tu étais là lorsque les tirs ont été échangés. Un seul témoin, corrigea Ebony. Un témoin anonyme. Es-tu sûr qu'il y a eu une seconde fusillade? Son ton était calme, presque curieux, comme si elle parlait à un collègue plutôt qu'à un détective essayant de monter un dossier contre elle. Ray ne pouvait s'empêcher de sentir que l'équilibre du pouvoir était faussé. En général, les détenus suppliaient la clémence, demandaient un avocat ou se lançaient dans des explications défensives. Ebony ne faisait rien de tout cela. Elle se contentait de formuler des observations. Il haussait les épaules. On a assez de preuves pour te maintenir en détention pour l'instant. Elle croisa son regard. Je suis sûr que vous en avez, mais cela ne fait pas de moi une criminelle. Ray tenta de garder son autorité, mais le calme d'Ebony le perturbait. Il se sentait déstabilisé, bien qu'il ne le montre pas. Si tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. Elle fit une pause, puis offrit un sourire énigmatique. Détective, vous avez un travail à faire, et je le respecte. Mais je vous promets que tout cela est un malentendu. Un malentendu qui va bientôt être éclairci. Son irritation monta. Ta meilleure option est de coopérer, sinon des charges seront retenues. Elle acquiesça, comme si elle réfléchissait à sa déclaration, mais ne dit rien de plus. Ray quitta la cellule avec un tourbillon d'émotions. Ebony Turner était soit la meilleure menteuse qu'il ait jamais rencontrée, soit elle était réellement innocente. Pourtant, si elle était innocente, pourquoi ne semblait-elle pas plus désespérée de prouver son innocence? Pourquoi ne fournissait-elle pas un alibi ou ne nommait-elle pas un suspect? Les graines du doute étaient semées, mais Ray les repoussa. Il avait un pressentiment qu'Ebony était impliquée dans quelque chose de plus grand. Il resterait confiant, continuerait à bâtir son dossier et laisserait les tribunaux faire leur travail. Après tout, c'était la vie d'Ebony qui était en jeu, pas la sienne, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Voilà ce que ça donne, dit-elle. Elle ne semble pas avoir tiré. La vidéo continua. Ebony se précipita du côté conducteur de sa voiture, se baissant à un moment donné comme si des balles sifflaient autour d'elle. Une autre berline, de couleur argentée, apparut brièvement au bord du cadre avant de disparaître. La vidéo se termina sans capturer de tireur réel. Ray expira. Cela ne prouve pas qu'elle a tiré des balles. Le trou de balle dans sa voiture pourrait-il être dû à des balles perdues? Diana haussant les épaules. C'est possible. En fait, à cet angle, elle a l'air de chercher à éviter de se faire tirer dessus, plutôt que de rendre les coups. Un sentiment de confusion se fit jour dans l'esprit de Ray. Les preuves semblaient suggérer qu'Ebony pourrait être innocente, mais il y avait ce témoin anonyme qui affirmait le contraire. Pourquoi quelqu'un accuserait-il Ebony Turner? Est-ce un piège? Demanda Diana, reprenant la question silencieuse de Ray. Il se frotta les tempes. Je ne sais pas, mais on a besoin de plus d'informations. Essayons de retrouver cette berline argentée, ou voyons si les caméras de sécurité du magasin ont capté quelque chose d'autre. Au fond de lui, Ray voyait sa certitude s'effondrer. Il détestait l'idée d'avoir arrêté une femme innocente. Une erreur comme ça pouvait ruiner une vie et une carrière. Mais il restait l'espoir qu'Ebony cachait quelque chose. Son calme face à l'arrestation, ses déclarations énigmatiques. Il devait y avoir plus à son histoire. S'éloignant de l'écran, Ray demanda à Diana de récupérer davantage de séquences si possible. Il envisagea aussi de retourner sur les lieux de la fusillade, peut-être parler aux habitants qui auraient vu quelque chose. Si Ebony était réellement innocente, qui était derrière la tentative de l'incriminer? Et si elle était coupable, jusqu'où allaient ses connexions? Le lendemain matin, Ebony comparut au tribunal pour son audience de mise en liberté sous caution. Ray s'assit quelques rangées derrière l'accusation, les bras croisés, scrutant la foule. Il aperçut Ebony, la tête haute, flanquée de Charlotte Wilson. Un mélange de spectateurs remplissait les bancs en bois, des voisins d'Ebony, ses collègues de la Unity Foundation, et même quelques journalistes locaux, flairant une histoire potentiellement importante. Le juge Harriet M. Sename, réputé pour sa fermeté, prit place sur son siège avec un coup sec de son maillet. Elle appela la séance à l'ordre. Le procureur adjoint,
Hawthorne, se leva pour présenter le cas de l'État. Ebony Turner a été retrouvée sur les lieux d'une fusillade. Les douilles de balles correspondent à un revolver de calibre 38. Un témoin anonyme l'a identifiée comme la tireuse et elle présente un risque de fuite. Charlotte répliqua qu'il n'y avait aucune preuve directe reliant Ebony à une arme à feu. Ebony n'avait aucun casier judiciaire et les vidéos de sécurité du magasin montraient qu'elle fuyait les tirs, plutôt que d'y répondre. Elle souligna aussi l'emploi stable d'Ebony, ses liens communautaires solides et sa volonté de coopérer. Le juge M. Senamé examina les arguments. Son regard se posa un moment sur Ebony, qui soutenait son regard avec une calme inébranlable. Enfin, le juge parla. Vu les éléments à ce stade, je considère qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour prouver que Mademoiselle Turner a tiré une arme. De plus, elle semble être un membre de longue date de cette communauté avec des liens solides. La caution est fixée à 10 000 $. Ebony ferma les yeux de soulagement tandis que Charlotte offrait un petit signe de gratitude au juge. Hawthorne paraissait mécontent, mais il ne pouvait pas contester. Rhee observa Ebony quitter la salle d'audience. Son menton restait haut, et elle fut conduite par un agent de la cour pour finaliser sa libération. Bien que Rhee ressentit un étrange sentiment de soulagement en pensant qu'Ebony ne serait pas incarcérée, il ressentait aussi la morsure de l'humiliation. L'affaire qu'il avait défendue se dissolvait rapidement. Il sortit du tribunal, mettant ses lunettes de soleil contre la clarté de la lumière du matin. Il avait besoin de réfléchir. Debout sous les grandes colonnes du tribunal, Rhee alluma une cigarette, une vieille habitude qui revenait en période de stress. Il aperçut Ebony et Charlotte sortant du bâtiment. Elles discutèrent brièvement, puis Ebony tourna son regard vers lui. Un moment, leurs yeux se croisèrent. Elle lui adressa un signe de tête polie, ni triomphante ni rancunière, puis s'éloigna. L'image resta dans l'esprit de Rhee pendant plusieurs minutes. Il réalisa qu'Ebony n'était pas juste calme, elle était préparée. Un tel calme n'était pas courant chez la plupart des gens, encore moins chez ceux qui avaient passé une nuit en prison. Rhee décida qu'il devait creuser plus profondément. Au-delà de son travail et de son dossier impeccable, Ebony avait des couches qu'il n'avait pas encore découvertes. De retour au commissariat, il appela un vieil ami, Marcus West, qui travaillait avec le FBI local. « Marcus, ça fait longtemps. Quoi de neuf ?» Ren n'entra dans aucun détail pour l'instant. « J'ai besoin que tu fasses une enquête plus approfondie sur quelqu'un. Ebony Turner, elle vit à Springfield et travaille pour la Unity Foundation. » Marcus, d'un ton sérieux, répondit. « C'est une suspecte potentielle ou peut-être une victime. »« Je ne sais pas encore. Je veux juste savoir s'il y a quelque chose de suspect dans son dossier ou s'il est scellé. » Marcus accepta d'enquêter et de tenir Ren informé. La conversation se termina. Rhee ressentit une pointe de culpabilité d'avoir demandé à un contact du FBI d'enquêter sur Ebony, d'une manière qui pourrait aller au-delà des procédures policières standards. Mais plus il apprenait sur Ebony, plus il semblait essentiel de découvrir qui elle était vraiment. La libération d'Ebony déchaîna des vagues dans la communauté. Certains la défendirent comme une victime de profilage racial par un policier trop zélé, tandis que d'autres murmuraient des conspirations, affirmant qu'Ebony faisait partie d'une organisation puissante qui tirait les ficelles dans l'ombre. Les médias sociaux s'enflammèrent avec des hashtags comme #FreeEbony, tandis que les chaînes de nouvelles locales diffusaient des interviews d'habitants de Maplewood qui remettaient en question les actions du département de police. 3 jours après son audience de mise en liberté, Ebony était assise à une table de pique-nique dans Willow Park. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les chênes, créant des motifs dansants sur l'herbe. Elle balaya quelques feuilles tombées sur la table avant de consulter son téléphone. Un message de sa patronne, Linda Kapor, lui indiquait « Tiens-moi informé, nous te soutenons tous ». Ebony sourit face à ce soutien. Un moment plus tard, une femme en blazer noir sobre s'approcha d'elle. Elle était dans la quarantaine, avec des cheveux soigneusement coiffés en vagues. Ebony la salua chaleureusement. « Bonjour, détective Johnson. » La femme lui adressa un signe de tête amical. « Eh bon !» Ebony faisait partie d'une unité d'enquêtes internes au sein du FBI, dédiée à démasquer la corruption qui pouvait échapper aux forces de l'ordre local. Son rôle, bien que largement inconnu même de ses collègues à la Unity Foundation, consistait à assister ses équipes spécialisées, mais ce secret était soigneusement gardé. Le détective Johnson commença. « J'ai entendu parler de ton incident avec la police de Springfield. » Ebony soupira.
passant une mèche de cheveux derrière son oreille. Oui, c'était inattendu. Quelqu'un a délibérément appelé la police pour m'incriminer. Nous devons découvrir qui, répondit Johnson, jetant un regard autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Nous soupçonnons que ton travail sous couverture pourrait être compromis. Sous couverture. Ce mot portait un poids immense. Depuis 1 an, Ebony avait discrètement assisté le FBI dans l'enquête sur les liens entre les gangs locaux et les responsables corrompus. Grâce à son travail philanthropique, elle avait gagné la confiance de communautés souvent ignorées par le système. Elle avait transmis des informations, aidé à localiser des personnes disparues et guidé le FBI dans l'identification de policiers potentiellement corrompus, bien qu'elle ne connaisse jamais leur nom. Johnson s'éclaircit la gorge. Nous avons des raisons de croire que le détective Raymond Bradshaw n'est pas corrompu, il est simplement trop zélé. Mais il y a quelqu'un d'autre au sein du département de police qui pourrait être payé par un gang. Cette personne pourrait avoir orchestré l'appel de témoins faux. Les yeux d'Ebony se durcirent. Je n'avais d'autre choix que de garder mon vrai rôle secret. Si j'avais admis que je travaillais avec le FBI, cela aurait compromis toute l'opération. Johnson acquiesça. Oui, et tu as bien fait. Mais nous devons découvrir qui t'a piégé et pourquoi. En attendant, nous ferons de notre mieux pour te protéger, mais sois prudente. Si quelqu'un apprend que tu es lié à nous, tu seras en danger. Le cœur d'Ebony s'accéléra. Le détective Bradshaw est déterminé à faire de moi un bouc émissaire. Je vois son doute, mais il est aussi ambitieux. Il veut une grande victoire. Johnson tapa son stylo sur la table, pensif. Garde ton calme. Moins il suspectera que tu as des alliés puissants, plus il fera des erreurs autour de toi. Si nous pouvons découvrir qui tire les ficelles au département de police, nous pourrons te disculper publiquement et démanteler le réseau derrière ton accusation. Ebony inspira l'air frais du parc, ressentant à la fois du soulagement et une pression grandissante. Compris. Ils discutèrent d'un plan. Ebony continuerait sa routine habituelle, laisserait le processus judiciaire se dérouler et transmettrait discrètement toute activité ou contact suspect à Johnson. Le FBI enquêterait en silence. Officiellement, Ebony Turner était juste une autre défendresse attendant son procès. Hors des radars, elle était une pièce maîtresse dans une enquête sur la corruption qui s'étendait. À leur séparation, la détermination d'Ebony se renforça. Elle ne devait pas laisser la peur ou la colère troubler son jugement. Une communauté entière dépendait de ses programmes philanthropiques, mais maintenant elle se rendait compte que son rôle était encore plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Si elle jouait bien ses cartes, elle ne se contenterait pas de laver son nom, elle exposerait les figures corrompues qui avaient bouleversé sa vie. En quittant le parc, Ebony ressentit le poids de son identité cachée peser sur ses épaules. Elle jeta un regard vers le palais de justice au loin, une silhouette menaçante contre le ciel. Le jour du procès approchait, et avec lui, la menace que son secret soit découvert. Une chose était certaine, si le détective Ray Bradshaw pensait l'avoir coincé, il allait recevoir une révélation choquante. Le détective Ray Bradshaw n'était pas un homme habitué à se sentir coincé, mais au fur et à mesure que les jours passaient, les pièces du puzzle Ebony Turner refusaient de s'emboîter correctement. Les images de sécurité, l'absence d'armes et le calme d'Ebony pointaient toutes vers son innocence, mais son instinct lui disait qu'il y avait quelque chose de plus. Un soir, Ray était assis à sa table de cuisine avec un ordinateur portable ouvert, examinant les dossiers de l'affaire. Une assiette de restes réchauffés, non touchés, refroidissait à côté de lui. Il jeta un regard à son téléphone pour la 10e fois, espérant un message de son contact du FBI, Marcus West. Jusqu'à présent, Marcus n'avait pas répondu à ses appels. Soudain, son téléphone vibra. C'était un message texte d'un numéro inconnu. « Arrête de fouiller, tu es sur la mauvaise piste. » Il fronça les sourcils. Spam ou menace? Il répondit « Qui est-ce » Aucune réponse. Un frisson parcourut son échine. Quelqu'un surveillait son enquête. Le lendemain, à la brigade, Ray se rendit au département des appels d'urgence pour demander si quelqu'un avait repéré l'appel du témoin qui avait conduit à l'arrestation d'Ebony. Le fonctionnaire, un homme plus âgé avec une calvitie naissante, expliqua poliment que l'appel venait d'un téléphone jetable, une impasse. Frustré, Ray retournait à son bureau quand son téléphone vibra enfin avec un appel de Marcus. « Tu m'as demandé de jeter un œil à Ebony Turner. » « Pas de nouveaux détails, dit-elle, l'invitant à s'asseoir sur un petit canapé.
Je vous ai dit tout ce que je sais. Ri regarda autour de lui, notant le côté ordonné et stable de l'appartement. Est-ce que ça vous dérange si je pose une question personnelle? La posture d'Iboni se tendit, mais elle resta polie. Allez-y. Pourquoi êtes-vous si calme à propos de tout ça? Ou une menace, répondit-il en tapant. Qui est-ce? Aucune réponse ne vint. Un frisson le traversa, quelqu'un observait son enquête. Le lendemain, au commissariat, Ray se rendit au département des appels d'urgence pour enquêter sur l'origine du type 911 qui avait conduit à l'arrestation d'Iboni. Le préposé, un homme plus âgé au crâne dégarni, expliqua avec des excuses que l'appel provenait d'un téléphone jetable, une impasse. Frustré, Ray s'apprêtait à retourner à son bureau lorsque son téléphone vibra enfin. C'était un message de Marcus West. « Bradshaw, tu m'as demandé d'enquêter sur Iboni Turner, dit Marcus à voix basse. Oui, merci d'avoir répondu. Tu as trouvé quelque chose? Marcus hésita. Eh bien, elle a un dossier scellé au niveau fédéral. Je n'y ai pas accès, et mes supérieurs m'ont dit d'abandonner l'enquête. Ray serra le téléphone dans sa main. Abandonner? Pourquoi? Ils n'ont pas voulu dire, juste que Iboni Turner est intouchable. Tu ne m'as pas entendu, Bradshaw, mais je te préviens, quelqu'un de haut placé veut la protéger. La ligne se coupa. Ray resta dans le couloir, le téléphone en main, l'esprit en ébullition. Iboni avait un dossier scellé, une protection de haut niveau. Cela changeait tout. Si Iboni était vraiment innocente, alors peut-être que l'affaire était bien plus complexe qu'une simple fusillade. Et si Iboni faisait partie de quelque chose de plus grand, son rôle dans son arrestation pourrait avoir des conséquences massives pour lui et pour le département. Ce soir-là, Ray se rendit dans l'immeuble d'Iboni. Officiellement, il était là pour voir si des voisins avaient été témoins d'une activité suspecte la nuit de son arrestation. Officieusement, il voulait la voir dans son environnement, peut-être découvrir des indices sur qui elle était vraiment. Il frappa à sa porte. Quelques secondes passèrent avant que la porte ne s'ouvre, révélant Iboni, habillée simplement d'un chemisier et de jeans. Elle semblait surprise de le voir. « Détective Bradshaw, dit-elle, êtes-vous ici pour des affaires officielles? » Il s'éclaircit la gorge. « Je fais un suivi de votre dossier. Je voulais savoir si vous ou vos voisins vous souvenez de détails de cette nuit-là. » Iboni s'écarta pour le laisser entrer. L'appartement était confortable, décoré avec goût avec des impressions d'art moderne, des étagères remplies de tout, des classiques littéraires aux biographies politiques. Quelques photos encadrées la montraient, souriante, avec des enfants lors d'événements communautaires. Aucun nouveau détail, dit-elle en lui indiquant de s'asseoir sur un petit canapé. J'ai déjà tout dit. Ray jeta un coup d'œil autour de lui, remarquant la propreté et la stabilité du lieu. Puis-je vous poser une question personnelle? Iboni se tendit un peu, mais resta poli. Allez-y. Pourquoi êtes-vous si calme face à tout ça? La plupart des gens accusés à tort d'un crime paniqueraient. Elle le regarda, et pendant un moment, Ray perçut une lueur de vulnérabilité dans ses yeux. Détective, tout le monde ne vit pas ses émotions de la même manière. Je suis préoccupé, croyez-moi. Mais je sais aussi que la vérité finira par éclater si le système fonctionne comme il se doit. Ray hocha la tête, poursuivant. Êtes-vous sûr qu'il n'y a rien d'autre que vous voulez me dire? Si quelqu'un vous a piégé, s'il y a plus dans votre histoire, ça pourrait aider. Sa mâchoire se serra, et elle choisit ses mots avec soin. Laissez-moi vous poser une question, détective. Si je vous disais que j'avais des ressources qui prouvent mon innocence, me croiriez-vous, ou penseriez-vous que ce n'est qu'une excuse? Il hésita. Je veux la vérité, mademoiselle Turner, que ce soit pour confirmer ou infirmer mes suppositions. Dans l'ombre, le détective Grace Johnson et ses collègues du FBI faisaient des progrès. Tard un soir, ils suivaient une voiture suspecte liée à un chef de gang connu, Rico Alvarado, qui étendait son territoire à Springfield. La voiture appartenait à un policier de bas niveau, Shawn Miller, affecté au même commissariat que Ray Bradshaw. Miller avait la réputation de contourner les règles du département, commettant des infractions mineures, mais rien n'avait jamais pu lui être reproché. Les sources de Johnson avaient laissé entendre que Miller était celui qui fournissait des informations cruciales à Alvarado. Si le travail philanthropique d'Iboni avait permis de découvrir ses liens criminels, cela expliquerait pourquoi le gang voulait la discréditer, la réduisant à un informateur peu fiable. Après une surveillance discrète,
Johnson découvrit une rencontre secrète entre Miller et un des hommes de main d'Alvarado. De l'argent changea de main, et une enveloppe fut échangée. Johnson prit des photos depuis son véhicule non marqué, son cœur battant fort. Elle ne pouvait pas bouger, mais elle avait besoin de plus de preuves. Pendant ce temps, Ebony, ignorante de ces nouveaux développements, se concentrait sur la préparation de sa prochaine audience. Elle continuait sa routine quotidienne, travaillant à la Fondation Unity, rencontrant ses avocats, et vérifiant de temps en temps avec le détective Johnson lorsque c'était sûr. Un après-midi, Ebony passait en revue les demandes de bourse dans la salle de conférence chaleureuse de la Fondation lorsqu'elle fut interrompue par l'entrée de sa patronne, Linda Kapor, avec un sourire compatissant. « Ebony, comment tu te sens ?» demanda Linda. Ebony se frotta les tempes. « Ça va, Linda, j'ai juste hâte que la vérité éclate. » Linda posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous avons une grande collecte de fonds la semaine prochaine. Tu as toujours été le cœur de ces événements. Si tu es prête, j'aimerais que tu t'occupes de l'organisation. » Il y a un an, Ebony aurait sauté sur l'occasion, mais aujourd'hui, son esprit était ailleurs, pris dans des drames juridiques et des conspirations cachées. Pourtant, elle hocha la tête. Bien sûr, le spectacle doit continuer. Elle devait paraître aussi normale que possible. Toute déviation de sa routine pourrait alerter ceux qui l'avaient piégée. La meilleure stratégie était d'agir comme elle l'avait toujours fait, travailler dur, être optimiste et dévouée à la communauté. Pendant ce temps, au commissariat, Ray reçut une enveloppe scellée sur son bureau. Aucune adresse d'expéditeur. À l'intérieur, il trouva une photo d'Ebony quittant une salle de réunion dans un bureau du FBI. Pas de date, pas de contexte. En dessous de la photo, il y avait une note tapée. « Es-tu sûr qu'elle est innocente ?» Le pouls de Ray s'accéléra. Cela confirmait qu'Ebony avait des liens avec le gouvernement fédéral. Pourquoi l'expéditeur de la note essayait-il de semer le doute? Elle pourrait-elle jouer sur les deux tableaux, ou quelqu'un essayait-il d'attiser ses soupçons pour le détourner de la véritable piste? Il se rendit directement au bureau de son capitaine, brandissant la photo. Le capitaine Lisa Muller fronça profondément les sourcils points. « D'où viens-tu avec ça ?»« C'est arrivé à mon bureau, sans adresse de retour, » répondit Ray, la frustration brûlant dans ses yeux. Muller examina la photo. Ça pourrait être falsifié, mais si ce n'est pas le cas, Ebony Turner pourrait être plus que ce qu'elle semble. Ray ressentit une pointe de culpabilité en se rappelant comment Ebony avait déclaré son innocence si calmement. « Capitaine, peut-être qu'elle travaille avec le FBI, cela pourrait signifier qu'elle essaie d'exposer quelque chose ou quelqu'un dans notre département. » Le regard de Muller se fit plus perçant, comme une détection de corruption. Ray acquiesça lentement. « Oui, c'est possible. » Muller se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la rue animée. « C'est un chemin risqué, détective. Si Ebony travaille en infiltration, nous avons des problèmes bien plus graves qu'un simple tir. » Ray grimaça. « Je veux faire ce qui est juste. » Elle se tourna pour le regarder. « Alors, fais attention. Si nous exposons trop tôt le rôle possible d'Ebony, nous risquons de la compromettre et de compromettre toute opération fédérale. En attendant, nous devons découvrir qui a envoyé cette photo. » Ray quitta le bureau avec un tourbillon de questions et un nouveau sens de responsabilité. Si Ebony était effectivement une agente sous couverture, il lui devait de la protéger, mais il devait aussi comprendre qui, au sein du département, tentait de la saboter et de le manipuler dans le processus. Le jour de l'audience préliminaire d'Ebony arriva sous des cieux gris et une pluie fine. Les marches du tribunal brillaient sous l'eau de pluie. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue, avec des journalistes se déplaçant pour ajuster leurs caméras et des citoyens inquiets remplissant les bancs de la galerie. Ebony était assise à la table de défense, Charlotte à ses côtés. Du côté de l'accusation, Ada Hawthorne feuilletait des papiers. Le détective Ray Bradshaw était assis derrière, tirant sur son col. Il avait préparé un témoignage sur la nuit de l'arrestation, mais de nouveaux doutes obscurcissaient son esprit. Devrait-il présenter les faits tels qu'il les comprenait initialement ou partager ses soupçons selon lesquels Ebony pourrait être un atout fédéral? Lorsque le juge entra, tout le monde se leva et l'audience commença. Hawthorne résuma l'affaire de l'État. Ebony était sur les lieux d'un crime, les douilles correspondaient à un revolver de calibre .38, généralement utilisé dans les fusillades liées au gang, et un appel anonyme l'avait identifié comme la tireuse. Charlotte répondit par une réfutation calme mais ferme.
Ebony était une leader communautaire sans antécédents criminels. Les images de la caméra de sécurité montraient qu'elle avait probablement fui sous le feu des balles plutôt que de l'avoir initiée, et l'État n'avait produit aucun témoin crédible pour témoigner contre Ebony. Enfin, Ray fut appelé à la barre. Il raconta son arrivée sur les lieux, les douilles de balles et l'arrestation d'Ebony. Charlotte le contra-examina. Détective Bradshaw, avez-vous personnellement vu Miss Turner tirer une arme? Demanda-t-elle. Ray secoua la tête, la gorge serrée. Non, elle était assise dans son véhicule lorsque je l'ai trouvée. Avez-vous retrouvé une arme chez Miss Turner ou dans sa voiture? Demanda-t-elle. Non, admit-il. Et pouvez-vous confirmer que le trou de balle dans sa voiture pourrait provenir de tirs perdus? Ray fit une pause, regarda Ebony. Oui, c'est une possibilité. Charlotte continua. Avez-vous découvert un mobile pour que Miss Turner tire sur quelqu'un cette nuit-là? Ray hésita. Pas de manière définitive, non. Charlotte laissa un moment de silence pour que la lourdeur de son témoignage se fasse sentir. Merci, détective. Elle s'éloigna. Hawthorne ne semblait pas satisfait. Il reconnaissait les lacunes dans le dossier de l'État, mais il poursuivit en appelant un analyste médico-légal qui déclara que les tirs provenaient probablement de près de la voiture d'Ebony, bien qu'il ne puisse confirmer qu'Ebony ait tiré. À midi, l'audience se termina. Le juge informa la Cour qu'elle examinerait les preuves et déciderait s'il y avait suffisamment de motifs raisonnables pour un procès. La session se termina et Ebony fut libre de partir pour le moment. Comme prévu, le juge rejeta l'affaire d'Ebony pour manque de preuves. Les médias en parlèrent brièvement avant de passer à autre chose. Mais sous la surface, les tensions à Springfield étaient loin d'être résolues. Ebony retourna à sa vie normale, ou du moins à l'apparence de celle-ci, pendant que Ray poursuivait ses recherches sur les éléments suspects entourant son arrestation. Un après-midi, Ebony organisa la collecte de fonds à la Unity Foundation. Des bannières étaient accrochées dans la cour, des volontaires disposaient des tables avec des articles pour la vente aux enchères silencieuses et des traiteurs locaux installaient un petit buffet. Ebony supervisait tranquillement, parfois perdu dans ses pensées sur la véritable menace qui se cachait dans l'ombre. Peu de temps avant le début de l'événement, le téléphone d'Ebony vibra avec un numéro inconnu. Elle répondit prudemment. « Je pensais que tu t'en étais sortie gratuitement. Tu ne seras pas aussi chanceuse la prochaine fois. » La ligne se coupa. Ebony avala sa salive, le cœur battant. Elle envoya immédiatement un texto au détective Johnson. « Je viens de recevoir une menace d'un numéro de téléphone jetable. » Johnson répondit. « Reste calme, nous avons une équipe à proximité. » Pour Ebony, c'était un rappel brutal qu'elle n'était pas en sécurité, même avec les accusations abandonnées. Quelqu'un voulait toujours la faire taire. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Ray se concentra sur l'officier Miller. Par des enquêtes discrètes, il apprit que Miller fréquentait des bars associés au gang de Rico Alvarado. Ray parla aussi à un informateur confidentiel qui laissa entendre que Miller était payé pour fournir des informations internes à ce gang, comme des raids à venir ou des routes de drogue vulnérables. Ce ne serait pas farfelu de penser que Miller avait orchestré l'arrestation d'Ebony si elle menaçait les intérêts du gang. Un soir, Ray suivit Miller jusqu'à un bar sombre près des limites de la ville. Le scintillement des enseignes au néon dans la fenêtre révélait des silhouettes à l'intérieur. Ray se gara à une distance sécuritaire et observa. L'obscurité environnante, Miller sortit une heure plus tard, en discutant avec un grand homme tatoué que Ray reconnut à partir des photos de fiches de police comme étant le lieutenant d'Alvarado. L'échange de poignées de main, l'enveloppe glissée entre eux, tout cela confirma les soupçons de Ray. Il prit des photos, son adrénaline montant. Il savait que c'était une petite pièce du puzzle, mais elle était cruciale. Si les activités philanthropiques d'Ebony exposaient quelque chose concernant le réseau d'Alvarado, Miller aurait peut-être monté son arrestation pour protéger ses propres secrets. Alors qu'Ebony était emmenée pour saluer le maire, Ray ressentit une bouffée d'admiration pour sa résilience. Elle avait enduré l'injustice avec calme, déterminée à continuer à aider sa communauté. Seul dans la cour animée, Ray réalisa que son rôle avait changé. Il n'était plus seulement l'agent d'arrestation cherchant à prouver la culpabilité d'Ebony, mais désormais un allié dans sa quête de justice. Pourtant, au milieu des festivités de la soirée, aucun d'eux ne sentait que le dernier acte de trahison allait se dévoiler, exposant les couches profondes de la corruption et menant à une rétribution karmique que personne n'aurait pu anticiper. Le gala battait son plein.
De la musique jazz douce flottait en arrière-plan, se mêlant au rire et au cliquetis des verres. Les invités examinaient les objets mis aux enchères silencieuses, allant de l'art local aux escapades de week-end. La foule incluait des leaders communautaires, des hommes d'affaires, et même quelques célébrités locales venues soutenir la mission de la Fondation Unity. Ebony circulait dans la salle, saluant les invités et les remerciant pour leur générosité. Entre deux conversations, elle aperçut Ri, qui se tenait près du bord de l'événement, observant attentivement. Elle aperçut également Linda Kapoor, en train de discuter vivement avec le maire. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce qu'Ebony remarque une agitation près de l'entrée. Un grand homme en hoodie sombre avait franchi la table d'inscription, se faufilant parmi les invités avec une urgence palpable. Quelque chose dans son comportement tendu, ses yeux scrutant la foule, fit surgir des alarmes dans l'esprit d'Ebony. Elle le reconnut comme l'un des associés connus de Rico Alvarado, un homme qu'elle avait vu dans une photo lors de son briefing FBI. Silencieusement, Ebony se faufila à travers la foule et se dirigea vers Ri. « On a un problème » murmura-t-elle en inclinant discrètement la tête vers l'intrus. Les yeux de Ri suivirent son signal. Sa main se dirigea instinctivement vers son arme cachée, bien qu'il ne l'ait pas encore dégainée. « Je le vois. Reste calme, on ne veut pas paniquer les invités. » L'homme aperçut Ebony et se dirigea résolument vers elle, un éclat sombre dans ses yeux. Elle sentit son pouce accélérer. Ri s'avança pour bloquer son chemin. « Monsieur, avez-vous une invitation » demanda Ri, essayant de maintenir un ton poli mais ferme. L'homme grimaça, repoussant Ri d'un coup de force surprenant. « Je viens pour la dame. » Les invités commencèrent à murmurer, un vent de confusion se répandant dans l'atmosphère festive. Ebony se tint ferme, espérant désespérément ne pas provoquer une panique. « Vous ne devriez pas être ici, dit-elle d'une voix calme mais déterminée. L'homme lui offrit un sourire menaçant. « J'ai un message pour toi, Ebony Turner. Tu te mêles à des affaires qui ne te concernent pas. » La tension éclata comme un ressort tendu. Avant que quiconque puisse réagir, l'homme glissa la main sous son hoodie. Ri se précipita en avant, attrapant le poignet de l'homme. Un bref combat s'ensuivit, et dans la confusion, un coup de feu retentit, envoyant des cris à travers la foule. Les gens se jetèrent au sol, des tables renversées, des verres brisés. Quand le tir éclata, Ebony se baissa instinctivement, le cœur battant. Elle entendit Ri crier « arme à feu ». Tout le monde à terre. Un autre coup de feu partit, ricochant contre une colonne voisine. La peur monta chez Ebony lorsqu'elle réalisa que l'intrus essayait désespérément d'obtenir un tir clair sur elle. Une fraction de seconde plus tard, Ri pinça la main de l'intrus avec un mouvement rapide. Il le désarma, l'arme tombant au sol. Les gardes de sécurité arrivèrent en courant, maîtrisant l'agresseur et le traînant dehors, alors que la police arrivait sur place, alertée par les appels au 911. Essoufflé, Ri scruta la foule à la recherche d'Ebony. Il la trouva accroupie derrière une table, tremblante. Ebony, il se précipita vers elle et l'aida à se relever. « Tu es blessée. » Elle secoua la tête, sa voix tremblante. « Non, ça va, grâce à toi. » Linda Kapoor accourut, les larmes aux yeux. « Ebony, oh mon Dieu, tu vas bien. » Ebony la prit dans ses bras pour rassurer son amie qu'elle n'était pas blessée. En quelques minutes, la soirée de collecte de fonds se transforma en scène de crime. Des lumières clignotantes rouges et bleues illuminaient l'extérieur du bâtiment. Les policiers délimitaient la zone, prenaient des déclarations et escortaient les invités choqués hors du lieu. La cour autrefois festive était jonchée de vaisselle brisée, de nappes éparpillées et de verres éclatés. Le détective Grace Johnson arriva, se fondant parmi les forces de l'ordre local. Elle croisa le regard d'Ebony, une question silencieuse flottant dans l'air. Ebony hocha la tête, indiquant qu'elle allait bien. Johnson s'approcha alors de Ray, qui faisait une déclaration à un agent de patrouille. « Détective Bradshaw, dit-elle, montrant ses identifiants du FBI discrètement. Je suis le détective Grace Johnson, de la Task Force conjointe. Merci pour votre intervention ce soir. » Ri reconnut son nom à partir des sous-entendus d'Ebony. Content d'avoir pu aider, mais qui était ce type? Vers la voiture de patrouille où l'intrus était détenu, un soldat de Rico Alvarado. On dirait qu'il voulait faire taire Miss Turner une bonne fois pour toutes. Ri avala difficilement. Il devait savoir que leur plan pour la faire accuser avait échoué.
Johnson hocha la tête sombrement. Oui, nous les suivons depuis un moment. Ebony nous aidait à recueillir des renseignements grâce à son travail communautaire. Le gang d'Alvarado et certains policiers corrompus la considèrent comme une menace. Les yeux de Rhee s'écarquillèrent avec réalisation. Donc Ebony travaille vraiment avec le FBI. Johnson confirma d'un simple hochement de tête. Elle est une source précieuse depuis plus d'un an. Alors que la soirée continuait, le lieu de la collecte de fonds se transforma en une scène de crime totalement active. Ebony donna une déclaration au détective Johnson, omettant soigneusement toute référence directe à ses liens plus profonds avec le FBI dans le dossier officiel. Rhee resta à proximité, échangeant de temps en temps un regard avec Ebony, en silence pour lui apporter son soutien. Bien qu'elle fût secouée, la détermination d'Ebony restait intacte. Une chose était certaine, le cercle de la corruption allait bientôt être exposé. La trahison de Miller, les tactiques violentes d'Alvarado, tout convergeait. Rhee réalisa que ce n'était pas seulement une question de rédemption personnelle, c'était la bonne chose à faire. Et pour Ebony, c'était le début de son processus pour laver son nom de manière bien plus publique et définitive que tout procès ne pourrait le faire. 2 jours plus tard, avant l'aube, les forces de l'ordre se déployèrent à travers la ville. Le FBI, l'unité des affaires internes du Springfield PD, et certains policiers de confiance, dont Rhee, exécutèrent des perquisitions simultanées pour démanteler le gang de Rico Alvarado et tous les fonctionnaires corrompus au sein du département de police. L'opération avait été planifiée rapidement mais méticuleusement grâce aux preuves qu'Ebony et le détective Johnson avaient recueillies avec soin. L'officier Miller fut le premier à être arrêté. Il fut extrait de sa voiture de patrouille au début de son quart de travail, stupéfait de voir Rhee parmi les officiers qui procédaient à son arrestation. Miller cracha des jurons, niant tout jusqu'à ce qu'il soit confronté à des preuves photographiques de ses rencontres avec les hommes d'Alvarado. Il fut menotté et emmené en garde à vue, le visage tordu par la rage. En même temps, les équipes du FBI se rendirent sur les cachettes connues d'Alvarado, des maisons en ruine dans Maplewood servant de point de stockage pour les drogues et les armes à feu. Les équipes SWAT forcèrent les portes, des grenades flashbang illuminant l'obscurité matinale. Les hommes de main d'Alvarado s'enfuirent dans tous les sens, mais l'élément de surprise et la supériorité numérique les submergèrent. Des coups de feu éclatèrent dans des poches de résistance, mais l'assaut fut rapide et décisif. Le détective Rhee rejoignit l'unité qui fonda sur le principal complexe d'Alvarado, un entrepôt fortifié en périphérie de la ville. Après un face-à-face tendu, des gaz lacrymogènes forcèrent les membres restants du gang à se rendre. Rico Alvarado lui-même fut trouvé barricadé dans un bureau, lourdement armé. Néanmoins, il fut capturé vivant après un bref échange de tirs. À la mi-matinée, les rues de la ville étaient remplies de véhicules de police, de fourgons du FBI et de camions de presse, chacun capturant le dénouement dramatique de l'attaque. Les réseaux sociaux explosèrent avec des mises à jour sur l'événement, tandis que des citoyens anxieux se penchaient aux fenêtres ou allumaient leur télévision pour apprendre qu'un réseau criminel majeur avait été démantelé du jour au lendemain. À l'intérieur de l'entrepôt, Rhee prit un moment pour reprendre son souffle au milieu de la poussière tourbillonnante. Il aperçut le détective Johnson donnant des ordres aux agents pour sécuriser les preuves. Alvarado fut emmené menotté, son expression un mélange de fureur et de défaite. « Beau travail, détective », dit Rhee en offrant un rare sourire à Johnson. « Nous poursuivons ce syndicat depuis des années. Grâce aux informations internes d'Ebony et à ta volonté de suivre la vérité, nous les avons eues. » Rhee souffla, le poids du soulagement se faisant sentir. « Comment va Ebony ? Est-elle en sécurité ?» demanda-t-il. Johnson hocha la tête. Elle est à un endroit sécurisé. C'était trop dangereux pour elle, donc nous l'avons gardée à l'écart des regards. Rhee ressentit une pointe d'inquiétude, mais aussi de la gratitude qu'Ebony n'ait pas été placée dans la ligne de mire. « Je veux la voir, m'assurer qu'elle va bien. » « Et ce sera fait en temps voulu, » répondit Johnson avec un sourire. Elle doit rencontrer le bureau du procureur américain pour finaliser sa déclaration. Le département de la justice veut s'assurer que tout son travail reste classé jusqu'au bon moment. Rhee comprit que le rôle secret d'Ebony pourrait continuer à servir de modèle pour de futures enquêtes. C'est pourquoi il devait protéger son identité de toute divulgation publique. Cependant, il se sentait pressé de lui parler pour confirmer que ce cauchemar était réellement terminé. La nouvelle de l'arrestation de l'officier Miller secoua le département de police de Springfield. Les gros titres clamaient la corruption, tandis que les citoyens exigeaient des comptes.
Une conférence de presse fut rapidement organisée, où le capitaine Muller et d'autres responsables de haut niveau promirent des réformes internes et s'engagèrent à reconstruire la confiance de la communauté. Pour Ray, les conséquences étaient à la fois un soulagement et un fardeau. Il avait joué un rôle, bien que involontairement, dans l'arrestation d'Iboni. Maintenant, il était reconnu pour avoir aidé à exposer Miller et Alvarado, mais cette expérience l'avait humblement marqué. Il réalisa à quel point l'ambition personnelle pouvait facilement troubler son jugement. Pendant ce temps, Iboni rencontra les procureurs fédéraux dans un bureau discret, finalisant ses déclarations concernant le gang d'Alvarado et le réseau corrompu qui avait tenté de la faire taire. Le département de la justice de Merrick Garland, un nom reconnu à l'échelle nationale, était désireux d'utiliser l'affaire d'Iboni comme un exemple puissant des enquêtes communautaires pouvant révéler des corruptions profondément ancrées. Après avoir signé une pile de documents et s'être assuré que son témoignage était enregistré en toute sécurité, Iboni se retrouva seul dans une salle de conférence, attendant que le détective Johnson termine les dernières formalités. Abonnez-vous pour la suite de l'histoire.